Donc David Knodden de l'association Fourage Mieux, qui est active au niveau conseil et vulgarisation sur toutes les questions liées aux prairies et au fourrage en Belgique. Donc voilà, je vais vous entretenir quelques minutes sur la technique du sursemis, qui est une méthode d'entretien et de réparation des prairies permanentes. Alors, quand est-ce que l'on va utiliser le sursemis? Lorsque les prairies ont subi des perturbations suite à des sécheresses, à des ravageurs type sanglier, campagnol, ou des erreurs de gestion répétées de la part des éleveurs. Donc au final, c'est un mauvais vieillissement des prairies, et donc on va introduire du sursemis pour essayer de garder une certaine productivité, tant quantitative que qualitative, et ce, bien sûr, en parallèle avec l'objectif que les éleveurs se sont donné. On va plutôt, donc nous, en Belgique, en Wallonie, c'est une technique que l'on connaît, que l'on utilise très très souvent, parce que les objectifs de la plupart de nos éleveurs sont très intensifs et liés à différents paramètres, mais dont le prix de la terre, ça coûte tellement cher qu'on est obligé de faire produire le plus de mètres carrés possible. Donc voilà, mon exposé sera illustré de pas mal de photos, comme vous le verrez. Donc ici, de la gauche vers la droite, des dégâts de campagnols terrestres, du pâturage de fin de saison dans des conditions trop humides. Alors je ne sais pas, par rapport au témoignage de l'éleveur, si les pattes des animaux descendaient à X centimètres ou pas, mais au niveau visuel, en tous les cas, on ne voyait plus beaucoup de plantes herbacées. Des dégâts de sanglier et tout simplement, la dernière photo, une prairie temporaire qui a subi des dégradations au fil des années. Donc, c'est une technique qui permet d'introduire dans ces prairies dégradées une part variable d'espèces sélectionnées et, on l'espère, amélioratrices, et ce, sans destruction du couvert. Donc l'avantage, il est financier, si du moins ça fonctionne. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, avant de mettre en place le sursemis, hier, Patrice Pierre nous a expliqué l'intérêt des diagnostics de la prairie, et un des intérêts, justement, c'est de voir si il faut passer par du sursemis ou un ressemis total dans certains cas. Un exemple concret aussi qui peut aider lorsqu'on peut analyser la flore de la prairie. Si votre prairie est composée de pas mal de graminées très précoces, type vulpin des prés, brome mou, houlque laineuse, on va plutôt conseiller les éleveurs à pratiquer le sursemis en arrière-saison et pas au printemps pour une question de compétition, puisque ne pas mettre des petites semences en même temps que des graminées qui vont pousser très vite au printemps. Alors, le sursemis, lorsque François m'a contacté fin de l'année dernière pour me demander un papier sur le sursemis, je me suis dit, depuis le temps qu'il n'y a plus d'écrits sur le sujet, je vais trouver matière à diffuser. Mais voilà, j'ai fait appel à tous les collègues et j'ai surtout eu des recommandations techniques. Je me suis dit, c'est pas la Bible, mais pas loin, puisque ça va des 10 commandements du sursemis, 6 règles à suivre, 8 facteurs de réussite, plusieurs recommandations, 5 points clés. Donc je ne sais pas combien il en faut exactement, mais il en faut un certain nombre. Donc voilà, je me suis retrouvé avec tous ces documents qui racontent à peu près tous la même chose, donc ça c'est déjà rassurant. Mais au niveau scientifique, voilà, comme Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, c'est un travail de chien à mon avis, puisque très peu de publications scientifiques sur le sujet, et toutes celles que j'ai pu consulter, en fait, on présente pas mal de chiffres, de rendement, et puis au final, on dit oui, mais on a oublié de dire qu'il a fait sec, et donc ça n'a pas bien fonctionné, et donc à prendre avec des pincettes, quoi.
Donc il y a un caractère très très aléatoire de la technique, ou pour dire tout simplement, ça marche une fois sur deux dans le meilleur des cas. Bon, néanmoins, je devais vous présenter un petit papier, donc je me suis dit, je vais quand même rester sur ces recommandations techniques. Certains connaissent déjà très bien la matière, d'autres vont peut-être apprendre quelques petits points techniques aujourd'hui. Donc la mise en pratique. Donc pour avoir maximisé les chances de réussite, il faut partir d'un sol d'une prairie suffisamment dégradée, et donc il faut un minimum de 10% de sol nu, selon le compte. Alors soit la prairie est réellement dégradée et donc les vides existent déjà, soit on n'est plus satisfait de la productivité quantitative ou qualitative de sa prairie et il faut créer les vides, de façon soit mécanique, par un herçage dynamique, soit de façon chimique. Au niveau mécanique, ce qu'il arrive très souvent dans nos régions, c'est le pâturin commun, qui est vraiment un vrai bouche-trou après des sécheresses et autres. Donc j'ai entendu plusieurs fois ces 2 derniers jours, mais oui, la résilience, la prairie reverdit. Oui, ça reverdit, mais avec des graminées souvent de qualité agronomique plutôt secondaire. Donc c'est rarement, après une sécheresse, les raigrats que l'on recherche qui vont reprendre de manière naturelle. Donc ici, on voit sur la photo un herçage dynamique. Et selon, là, techniquement, on peut travailler avec des herses, avec des dents plus ou moins épaisses. Une équipe suisse a mesuré qu'avec des dents de 7 mm, on sortait 17 tonnes de matière fraîche à l'hectare, et avec des dents de 12 mm, on était à 40 tonnes. Donc, la création de vide sur le choix de la herse peut influencer, et les zones de vide vont influencer la réussite. Au niveau chimique, le point d'attention, c'est surtout la rémanence de certains produits par rapport aux légumineuses, pour les sulfonylurées en particulier. Il faut travailler sur une végétation rase, soit en sortie d'hiver avant le démarrage de la pousse de l'herbe, ce qui dans certaines régions est compliqué parce que ça démarre très tôt, soit après une coupe ou un pâturage, et là le conseil va être sur il faut descendre la barre de coupe, et le pâturage doit être plus sévère que ce qu'on ferait s'il n'y a pas de sursemis à faire. La fertilisation azotée, c'est aussi un point un peu difficile à faire passer chez les éleveurs, bien que cette année ça risque d'être assez facile. En fait, on veut sursemer pour améliorer la qualité, mais on ne veut pas perdre en rendement. Donc on joue sur la fertilisation, mais la fertilisation et le sursemis ne font pas bon ménage. Et alors, des plantes problématiques, l'agrostide stolonifère, qui émet des substances antigerminatives pour les autres semences, si sa fréquence dans le gazon est de plus de 50%, il faudra envisager une rénovation totale qui sera sujette à plus de réussite qu'un sursemis. En tous les cas, le sursemis va être mis en danger si elle est trop présente. Et les gazons très feutrés, donc avec les pâturins également, si la présence de pâturins communs est vraiment trop forte, il faut peut-être envisager un ressemis total. Quand est-ce qu'on peut faire le sursemis ? Théoriquement, je dirais tout au long de la saison de la pousse de l'herbe, dès le moment où le climat est favorable. Donc ça, chacun dans sa région pourra dire quand le climat est favorable pour le sursemis. Chez nous, en Belgique, mais quand il y a des petites sécheresses, ça peut être vraiment toute la saison. Néanmoins, c'est souvent dans les périodes de mars-avril que l'on va travailler. Le point clé, ça va être plutôt l'accès aux parcelles avec des parcelles très humides, voire des coups de gel qui peuvent être encore présents jusqu'au mois de mai. Donc si on ne sait pas travailler à ce moment-là, voire si on l'a prévu mais que la pousse de l'herbe a démarré, il faut reporter son sursemis après une première coupe, où là au moins on est certain que le sol est plus réchauffé, et donc la germination des petites semences va mieux prendre. Il y a aussi une période en fin d'été, dès le retour des pluies annoncées, on peut tenter le sursemis. Et si on veut travailler avec la réintroduction de légumineuses,
on va essayer de positionner le sursemis avant la mi-septembre, puisque ce sont des plantes qui ont des besoins en lumière et en chaleur plus élevés que les graminées. Si on ne travaille qu'avec des graminées, on peut certainement pousser le sursemis jusqu'au mois d'octobre sans trop de soucis. Alors, quelle espèce? Surtout des espèces agressives. Au niveau de la fauche, fauche en prairie temporaire, on pourra utiliser des espèces comme le régras d'Italie, régras hybride, trèfle violet, voire des trèfles annuels quand on veut juste améliorer encore un an la productivité et puis la prairie temporaire va repartir dans une autre rotation. On peut utiliser trèfle d'Alexandrie ou d'autres trèfles annuels. En prairie permanente, les seules espèces qui ont suffisamment d'agressivité sont les régras anglais et les trèfles blancs. Donc tout ce qui est fétuque élevé, dactyle, fétuque des prés, fléole ne sont pas suffisamment agressifs. On peut aussi noter que au plus elles sont agressives, au moins elles sont pérennes. Donc là aussi le choix, introduire du régras hybride dans une prairie permanente n'est peut-être pas très judicieux. Le résultat, même s'il est positif, ça va tenir 1 an, 2 ans, au bout de 4 ans, on n'aura plus aucun effet du sursemis. Alors là, une spécificité que l'on fait chez nous, ce sont des essais variétaux d'agressivité au sursemis. Comme c'est une technique très utilisée, on teste différentes variétés de régras anglais dans un sursemis. Enfin, avec la méthode du sursemis. Donc, pratiquement, on sème une parcelle de fléole en pur, et quand elle est bien installée, pas évident de semer de la fléole en pur, mais quand ça fonctionne bien, l'année suivante, en fait, on sème avec un semoir Vredo chaque variété de régras anglais. Ici, dans le cas, c'était un essai 2016-2018, on avait 45 variétés de régras anglais différentes, toutes précocité et ploïdies confondues. Et on fait des cotations visuelles pendant 1 an et demi après le sursemis. Comme on choisit la fléole qui laisse suffisamment de vide, et au niveau visuel, c'est assez facile à les reconnaître. Et donc là, je vous ai mis, en fait, les régras anglais que l'on recommande aux agriculteurs ont une cotation de plus de 100%, et la moyenne de ces régras était à 109%, quand les autres régras anglais sont en dessous de 100%. Et dans le même essai, on a retesté est-ce qu'il y a un intérêt à travailler avec les fétuques élevés, les dactyles, voire les fétuques des prés. Et on voit que ces espèces-là ont vraiment une agressivité trop faible pour fonctionner, en tous les cas, dans nos conditions d'humidité, où il n'y a pas de stress hydrique. Donc voilà, on recommande vraiment au niveau variétal d'utiliser plutôt telle ou telle variétés, et ce sont souvent les tétraploïdes qui sont les plus favorables au sursemis. Alors, j'ai dit des espèces agressives, mais pas que. Lorsque votre prairie ressemble à un paillasson, il y a tellement de vide qu'il y a certainement possibilité de sursemer d'autres espèces, comme les dactyles, lotiers, fétuques élevés, des plantes qui, justement, vont amener une certaine résilience par rapport aux sécheresses, au stress hydrique futurs. Plantain et chicorée. Là, je renvoie aux collègues des projets Cap Protéines où certains résultats vont arriver en 2022-2023 et plus. 6 résultats, ils ont aussi, puisque c'est toujours aléatoire. Cas particulier des luzernes. Une luzerne, son souci, c'est qu'elle produit des toxines qui empêchent sa propre germination. Si elle a moins d'1 an, on peut tenter de sursemer de la luzerne dans de la luzerne, mais avec un pourcentage de réussite très faible. Les Québécois parlent de 20 à 30% de réussite. Sinon, cette toxine n'affecte pas la germination des autres plantes fourragères. Et donc, dans les luzernes installées depuis plus d'1 an, on peut sursemer trèfle violet, régras et autres. Les doses, 15 à 25 kg de semences pour un sursemis de réparation. Ce que l'on recommande, c'est plutôt des petits sursemis d'entretien répétés, vu que ça ne réussit pas souvent. À noter un système suisse, où là, il y a une caméra à l'avant du tracteur qui va piloter des électrovannes, et donc les semences vont tomber dans uniquement les zones
où il y a suffisamment de vide. Donc c'est développé par l'agroscope également. C'est encore sous forme, enfin c'est pas encore dans la pratique agricole, mais voilà vers quoi on va dans le futur pour diminuer de 70 à 80% les doses de semences. Le matériel, là je vais très vite, on a des semoirs à disque, des semoirs à sabot, des RC-tri de toutes sortes. Grosso modo, c'est pas la couleur du semoir qui fait la réussite, ce sont vraiment les conditions climatiques d'après sur semis. Donc que l'on utilise un semoir à disque ou une RC-tri, si le climat est favorable, ça peut marcher, si c'est pas favorable, ça marche pas. Et alors, d'autres techniques, donc là il y en a plein, des systèmes D réalisés par des agriculteurs, le quad, uniquement la petite semence mise à la volée, des semences dans le lisier, où vous voyez un essai où on avait détruit au glyphosate toute une prairie, on a réussi à la ressemer uniquement en mettant des semences dans le lisier, parce que cette année-là, il y a eu suffisamment de pluie après l'application de lisier. Et les dégâts de sanglier, là, il faut un travail beaucoup plus conséquent pour remettre la prairie à plat. Profondeur de semis, 1 cm, 1,5 cm, comme je dirais un nouveau semis. Et quelque chose qui est très important, c'est rouler directement après le semis, que le rouleau soit lisse ou crénelé. Et si on a possibilité d'avoir des animaux au pâturage, c'est encore mieux avec le piétinement. C'est les animaux qui enfouissent la semence dans le sol. Alors quand ça fonctionne, voilà, il faut faire limiter au maximum la concurrence pour donner de l'air et de la lumière aux jeunes plantules pour qu'elles s'enracinent bien. Et puis après, on reprend la gestion de la prairie comme on la faisait, tout en corrigeant un peu justement les erreurs de gestion s'il y en a. Alors, 2-3 mots pour terminer sur diverses méthodes qui ne sont parfois, à mes yeux, qu'une question de vocabulaire. La méthode Banzai, c'est une herse rotative qu'on passe à 2 cm de profondeur. Voilà, quand on a des dégâts de sanglier, c'est ce qu'on fait. Ça permet de réintroduire des espèces peut-être moins concurrentielles, mais j'ai pas beaucoup de recul, mais j'ai bien peur que en fait, le fond naturel de semences, le stock semencier naturel et les gazons ne sont pas suffisamment détruits et on se retrouve avec exactement la même prairie que l'on a détruite. Donc pour moi, c'est une idée certainement... c'est pas nécessairement la bonne voie. Alors là aussi, je renverrai à différents collègues des champs d'agriculture, d'Arvalis, d'Idel, sur toute une série d'essais qui sont mis en place depuis l'année dernière, voire un peu plus, mais où il n'y a pas encore beaucoup de résultats. Ce sont des sursemis de mélanges céréales protéagineux, de métailles ou de plantes annuelles, soit seuls, soit en mélange avec les espèces pérennes souvent utilisées. Donc certainement que les espèces annuelles, ça peut fonctionner, bien que dans les quelques documents de vulgarisation, il y a aussi des échecs, mais à voir s'il y a un intérêt sur le long terme de faire ce genre de pratique. En conclusion, donc, le sursemis, ça permet effectivement d'améliorer la composition botanique et donc la pérennité des prairies, mais le risque d'échec est non négligeable. Pour limiter ce risque d'échec, nous, ce que l'on recommande aux éleveurs, c'est en fait de réaliser de petits sursemis, mais répétés dans le temps, chaque fois que les conditions climatiques le permettent et que la prairie est au bon stade avec les vides et rases pour réussir. Et c'est seulement comme ça qu'on arrive à un résultat sur le long terme. Erreur de gestion à corriger, bien sûr, et quand la prairie est très dégradée, là c'est à voir si il ne faut pas passer par un investissement plus conséquent avec une destruction et un ressemis, si en tous les cas l'endroit permet ce ressemis total. Et pour rappel, la réussite du sursemis ne dépend très très peu de façon secondaire du matériel utilisé. Ce sont vraiment la mise en pratique et le climat d'après sursemis qui feront sa réussite. Voilà. Merci de votre attention. Et merci à tous les collègues qui ont pris un peu de leur temps à m'envoyer des documents.
Merci David d'avoir accepté le challenge, d'avoir accepté et réussi le challenge de parler de ce sujet un peu difficile, de l'avoir abordé avec objectivité, rigueur, pragmatisme. Donc je pense que le sujet va amener pas mal de questions, chacun des expériences diverses et variées sur le sursemis. Alors Didier, oui. Oui, merci pour la présentation. Tu dis qu'effectivement la réussite du sursemis dépend des conditions de mise en œuvre. Est-ce que tu penses aussi que les pratiques qui vont être mises en œuvre après le sursemis, je pense à la fertilisation, je pense à des exploitations précoces, est-ce que ça aussi ça ne peut pas avoir un effet sur la réussite du sursemis en tant que tel, quoi? Si, tout à fait. Par exemple, en prairie de fauche, si on fait de la fauche sous forme de foin, y a une concurrence sur la lumière trop forte et donc on a souvent des échecs ou en partie des échecs expliqués. Donc c'est vraiment, il y a toute une mise en place avant et il y a encore beaucoup de travail pour après. Et la fertilisation, encore une fois, on veut revenir avec de la fertilisation beaucoup trop vite parfois et ça met en échec le sursemis. Bonjour, Pascal Rougier. Je me pose la question, que ce soit en sursemis ou en ressemis, de la profondeur du semis. 1 cm, 1 cm et demi. On ne met pas une difficulté supplémentaire au départ végétatif des semences? Là, en nouveau semis, tous les essais, les recommandations, on parle de 1 cm, 1 cm et demi pour la majorité des graminées légumineuses que l'on utilise. En sursemis, le seul papier que j'ai lu qui venait de Nouvelle-Zélande où ils ont mesuré du trèfle violet à la volée, vraiment mis sur le sol, il y avait 40% de pertes uniquement parce que la semence était déposée sur le sol et pas mise en terre. Donc, ça va dépendre aussi du travail de création des vides, et s'il y a un peu de terre fine, pas de terre fine. Donc là, ça devient très très précis, mais je ne pense pas que parce qu'on met les semences à 1 cm, on les met en difficulté. Parfois même, quand elles sont un peu en profondeur, elles sont protégées des vents desséchants, surtout pour les sursemis de printemps, elles ont accès à peut-être plus d'humidité que si elles sont à même le sol. Et Jean-Marie Curti de la Chambre d'agriculture du Doubs et du Territoire. C'est une question pour savoir si vous aviez dans vos essais pratiqué du sursemis avec des semences locales, indigènes, récoltées éventuellement sur d'autres parcelles arrivées à maturité. Donc en gros, pour copier le ressemis naturel des prairies à un stade avancé. J'ai un collègue qui a fait ce genre d'essai, mais les conditions climatiques, il n'a testé qu'une seule fois sur 2 parcelles, mais les conditions climatiques d'après sursemis sont parties à la sécheresse et donc résultat, je dirais presque impossible à juger de l'efficacité ou pas. Voilà, donc oui, ça s'est fait, mais encore une fois, s'il n'y a pas de pluie après, ça ne marche pas bien. Autre question? Oui, David. Oui. Puisque tu évoques l'intérêt de faire plutôt des petits sursemis de manière répétée, est-ce que ça ouvre pas des perspectives à l'utilisation d'espèces que tu as plutôt éloignées en termes de pérennité? Donc je pense à des RGI, des RGH sur des prairies permanentes. Voilà, tu dis qu'il faut repasser régulièrement pour faire du sursemis. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt dans le coup d'ouvrir aussi à ces espèces qui sont agressives pour le coup et dont le principal problème c'était la pérennité? Mais puisque tu dis qu'un petit sursemis régulier peut être intéressant, est-ce que ça n'ouvre pas aussi cette perspective à ces espèces-là? De notre point de vue, on ne va pas les utiliser pour une question de qualité de fourrage et aussi on ne veut pas des prairies qui poussent à 2 vitesses avec des raigrats qui sont pratiquement en fleurs quand le reste est bon à faucher. Donc je dirais même si au niveau quantitatif on pourrait peut-être améliorer le système, au niveau qualitatif du fourrage et facilité de gestion des prairies, on va plutôt les éviter.
Christian Je Giraud. voulais rebondir devant- sur la question de Jean-Marie, avec l'utilisation de semences sauvages, entre guillemets. Est-ce que finalement, parce que tu as évoqué le fait que simplement travailler sur les 2 premiers centimètres de manière avec la technique bonsaï, de manière assez agressive, finalement ça favorisait autant la levée du stock grainier naturel que ce qu'on y apportait. Est-ce que finalement ce serait pas, est-ce que ça a été testé comme une façon de boucher les trous en fait, que de remettre ce stock grainier en conditions favorables de germination pour recombler les trous, sans apport de semences? Bonne question. Je ne sais pas dire. Nous, quand on travaille le sol, on remet de la semence productive. Donc, j'ai pas trop de références, mais c'est clairement sur des prairies avec une flore diversifiée, des questions pertinentes. Certains épandent du foin, des fonds de grange. Moi, j'ai pas d'expérience, mais certainement qu'il y a de quoi. Il y a de quoi tester. Par contre, pour compléter aussi sur la semence, des collègues ont testé des semences enrobées, un peu d'azote et autres. Conclusion, c'est que quand les conditions sont pas bonnes, vous avez beau mettre une semence enrobée, enrichie en azote, en minéraux, ça fonctionne pas. C'est encore une fois les conditions climatiques. Bonjour, Marine Fuchs, Innoval. J'avais une question sur la dose de SMIC que vous préconisez et aussi au niveau économique, sur des sursemis réguliers, sur ton travail, etc. par rapport finalement peut-être à un renouvellement qui sera moins aléatoire. Les éleveurs qui pratiquent le sursemis pratiquent aussi la rénovation totale de leur prairie, même permanente. Chez nous. Donc après, même ressemer une prairie totalement, je dirais, il y a un risque. Avec les changements climatiques, on n'est pas à l'abri d'échecs. Au niveau coût, on est, je n'ai pas les prix 2022 puisqu'ils bougent tout le temps au niveau de l'énergie, mais si on prend des prix de l'année dernière, on est sur environ 200 € de l'hectare pour un sursemis à une vingtaine de kilos de semences. Et on est à 400-500 € pour un nouveau semis. Donc il y a quand même une différence. Et les petits sursemis répétés, il faut les faire avec le matériel de la ferme. Il ne faut pas faire appel à une entreprise extérieure avec, je dirais, le but c'est de les mettre dans les bonnes conditions. Alors si vous voulez, quand vous allez rechercher vos vaches au pâturage, vous prenez un sac de semences et vous jetez à la volée, ça marchera. Ça coûtera quelques kilos de semences, mais voilà, c'est ça, un sursemis répété, c'est pas mettre des moyens dans, comme je l'ai dit, un semoir qui soit bleu-rouge, c'est trouver un moyen de mettre de la semence sur une terre qui peut accueillir cette semence-là et faire un bon contact sol-semence. Donc, le conseil aussi aux éleveurs, c'est ayez toujours à disposition à la ferme de la semence, parce que quand les conditions sont bonnes et que la prairie est prête à être sursemée, il faut faire celle-là et il ne faut pas faire 30 hectares de prairie en une fois et puis si c'est un échec, conclusion, le sursemis chez moi ça ne marche pas. Mais non,